Merci Vanessa. Probablement on peut prendre place là et écouter vos questions, vos commentaires. Et je dois dire que certainement, connaissant nombreux d'entre vous, vous devez vous dire oui, tout ça c'est très très bien, ça nous explique quelques genres de choses, mais si j'ai besoin de fonds, comment fais-je à qui m'adresse-je, etc., etc., et sur quels critères les choses se passent-elles. Est-ce que vous voulez commencer les premières questions? Merci d'être venu. C'est bien, c'est le cinéma, là. Ok, Émilie. J'ai toute une liste pour vous, si vous voulez. Donne-moi ta liste. Non, moi j'ai une question. Je m'attendais en fait à avoir beaucoup plus de spécificité par rapport à vos présentations entre un fonds généraliste et un fonds spécifique. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément allé tout à fait au bout de la chose et j'ai tendance à lire après vos présentations que c'est plutôt un affichage avec une certaine orientation, alors moins pour Auriga évidemment. Ma question c'est justement comment vous allez faire pour, par exemple à Mali, réaliser 50% d'investissement, comment vous allez sourcer vos projets sur les maladies rares. Et puis, au final, est-ce qu'on va avoir un fonds qui sera effectivement marketé ou un fonds qui va influencer les thématiques sur lesquelles vous vous positionnez? Alors, un problème de sourcing, je pense qu'on n'en aura pas tellement. On a sur le fond... il faut écouter la réponse maintenant, hein, madame. Voilà. Et c'est de la faute de Philippe. C'est la faute de Philippe. Sur le fonds numéro 1, qui n'avait pas du tout un affichage maladies rares, on avait déjà 3 projets maladies rares. Et c'est de cette manière aussi qu'il y avait un réseau qui s'était constitué. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus une opportunité pour Kurma 2, pour être très transparente, parce que le réseau est là. Donc au niveau sourcing, on voit arriver aujourd'hui les projets. On a la relation avec les centres de recherche d'excellence qui sont en maladies rares. Ils ne sont pas si nombreux sur le secteur en Europe ou même aux US. La question plutôt que j'ai envie de vous retourner, c'est est-ce qu'on fera un fonds 3 qui sera maladies rares? Et je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a probablement un réservoir de projets qui va être épuisé au bout d'un moment. Donc est-ce qu'il y aura matière à faire un autre fonds dans 5 ans avec autant d'investissements? Ça, pour être transparente, je ne crois pas. Mais aujourd'hui, il y a la matière parce qu'on arrive au moment où la pharma montre un intérêt pour ces projets et où ce secteur a été très délaissé par l'investissement. Donc il y a clairement un effet réservoir de projets qui sont assez matures, avec encore une fois des données qui sont très impressionnantes par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs, puisque vous avez de la validation in vitro, évidemment, ex vivo très poussée, des modèles animaux et parfois des premiers éléments cliniques. Autrement dit, on a tout à fait intérêt à faire connaître et inviter à notre événement qui s'appelle RARE et qui se fait tous les 2 ans, où il y a 350 personnes qui viennent, des médecins, des malades, beaucoup d'associations de malades, des chercheurs, etc. Vous inviter pour que vous voyiez que le pipeline, le réservoir est malheureusement pas prêt d'être tari. Je pense que c'est une bonne chose. Mais on y est d'ailleurs. Pardon. Juste un petit... voilà, je ne voudrais pas accaparer la parole, mais bon. Je pense que vous avez à plusieurs moments dit un mot qui, moi, je pense, est un des gros problèmes en France. Vous avez dit les réseaux d'excellence. Hein. Et quand vous avez dit ça, vous avez douci parce que c'est des réseaux d'excellence autoproclamés. Et je pense, moi je peux que vous encourager à essayer de sortir un peu de vos réseaux d'excellence autoproclamés et d'essayer de voir les projets et les équipes. Et je vous assure qu'il y a des équipes innovantes, et en particulier en région PACA. Voilà, je m'arrêterai là. Mais je suis en train d'essayer d'organiser une visite de la région, donc il n'y a pas de problème. Jacques Ibert, Pôle Eurobiomède. Comment est-ce que vous gérez la confidentialité avec GSK pour vos projets maladies rares? Alors,
on a des accords de confidentialité. C'est évident qu'on connaît très bien aussi leurs axes de recherche. Donc, on ne va pas aller les interroger sur quelque chose pour lequel il y a un conflit d'intérêts. Voilà, de manière relativement simple. Par contre, c'est vrai qu'il y a une expertise qui est directement ouverte. Donc, pour prendre un exemple très concret, sur une technologie que je ne peux pas citer, mais je suis en train de travailler avec une équipe une équipe académique française. Je leur ai donné la possibilité d'avoir 3 heures de réunion très opérationnelle avec les experts de JSK pour valider le plan de développement. Bon, donc c'est un accès direct, gratuit, de bonne intention. Donc on l'utilise. Oui, bonjour, Jean-Charles Brosse, Pharmabio. Une réflexion avant de poser la question. Ce matin, je discutais avec un business developer licensing d'un grand groupe anglo-saxon. On discutait de l'opportunité. Je soutiens entre autres une jeune biotech en cancéro. Et l'éternel problème, c'est oui, c'est une early stage, on ne va pas risquer. C'est souvent la quadrature du cercle, vous le savez mieux que moi. C'est oui, un projet early stage, d'accord, mais amenez-nous des preuves de concept, amenez-nous des preuves véritablement tangibles sur lesquelles on puisse s'appuyer pour ensuite nous-mêmes être, un, convaincus, et deux, surtout aussi convaincre nos propres investisseurs. La question que je me pose en vous ayant écouté, c'est qu'est-ce que vous apportez finalement du fait de votre nouvelle image, nouveau positionnement? Qu'est-ce que vous apportez sur ce cercle vicieux, que j'appellerais vicieux, qui est la quadrature entre apporter des preuves, être early stage, avoir besoin de fonds et être pouvoir suivi? Je pensais avoir au moins un peu répondu, mais je vais recommencer. Je pense que le problème vient au départ d'une définition de ce que c'est que l'amorçage. C'est-à-dire et une définition de ce que c'est qu'un investisseur en capital risque. C'est quand même des choses qu'il faut garder en tête. Un investisseur en capital risque, quelqu'un qui met de l'argent dans une société, qui prend en échange du capital, qui prend le risque, qui partage le risque, mais financier, de l'aventure, du projet, et qui derrière doit retourner de l'argent à des investisseurs. Donc il y a une notion quand même de performance. Donc après, si on part sur des projets qui vont être très longs, très coûteux, il y a un risque technique de se faire diluer et de ne pas avoir de performance financière. Et donc on finit par mourir. C'est en clair, hein, Bon, après, il y a peut-être un moyen d'éviter ce genre de disposition en redéfinissant une phase d'amorçage qui elle-même est attractive. C'est-à-dire, finir un amorçage, c'est pas passer le bâton à un investisseur en capital risque, c'est pas ça. Finir un amorçage, c'est avoir atteint une certaine création de valeur qui peut avoir de l'intérêt pour un industriel. Donc l'aval, ça va, c'est compréhensif, mais pour être un investisseur toujours en amorçage qui doit aussi faire montre d'une certaine performance, il faut définir l'amont. Et l'amont, moi, mon sentiment, c'est que ça doit être un moment où l'entreprise, elle maîtrise à minima son temps de développement. Alors pour reprendre quelque chose que tout le monde connaît, développement de médicaments, quand on est dans la phase d'optimisation de lead, etc., on ne maîtrise pas le temps. Les meilleurs experts au monde pourront mettre 3 semaines et pourront mettre 10 ans pour trouver le candidat médicament. Quand on arrive à un stade de candidat médicament, alors là, on dit, bon, ok, on prend un risque, peut-être que ce n'est pas la bonne molécule, mais au moins l'ensemble est prêt à partir, au moins sur la préclinique réglementaire, voire finir une préclinique non réglementaire, et ensuite envisager le développement clinique. Voilà, alors je ne dis pas que c'est la bonne façon de définir le début de l'amorçage, mais en tout cas, c'est se poser les questions à quel moment on commence vraiment à créer une société. Il y a beaucoup de sociétés qui ont démarré trop tôt, à mon goût, et on ne peut pas démarrer une société en étant dans l'optimisation de lead. Je pense que c'est une erreur. Donc, il y a une discussion qui doit s'amorcer. C'est aussi pour ça qu'il y a eu création de fonds de maturation. Les SATT, même s'il y a beaucoup de critiques, etc., autour de ça, c'est quand même la notion de dire il faut faire maturer des projets qui sortent de l'académique, parce que l'académique n'a pas vocation non plus à faire de l'optimisation de lead, donc on se retrouve dans une espèce de désert là aussi. C'est tout ça, mais elle est là la réponse. C'est vraiment, quand on fait un projet d'entreprise. Alors, dans le cas de la biotech, c'est un peu particulier. C'est un projet d'entreprise qui ne va jamais te faire chiffre d'affaires,
mais qui pourra se vendre derrière. Donc ça peut attirer des investisseurs. Mais c'est vraiment toujours avoir cette vision-là, le temps et la création de valeur. Après, tout est ouvert. Quand on fait de l'amorçage, on est là pour justement prendre les projets tôt, normalement. Une autre question? Oui. Cyril Lousson, laboratoire d'Enix. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il y a alors avant l'amorçage? Eh bien, avant l'amorçage, selon moi, encore une fois, il y a la maturation. Et encore avant, il y a des scientifiques qui font des recherches académiques de valeur, de haute valeur, qui ont des publications internationales de très bon niveau, et qui, dans le cadre de leur recherche, disent bah, tiens, là, il y a peut-être une application potentielle. J'ai trouvé une cible thérapeutique, j'ai quelques produits qui font des choses. Ils en sont là à un stade où il y a l'opportunité peut-être de créer un projet dans quelques années. Ce n'est pas l'opportunité de créer une société demain. C'est de faire. Et donc, il y a cette phase de maturation où le chercheur qui, dans son labo, et j'en ai rencontré un certain nombre, parce qu'après, on pourrait parler des réseaux d'excellence, etc. Mais enfin, il y a aussi une façon de faire, c'est d'aller voir les chercheurs, discuter avec eux. Et là, il n'y a pas de réseau d'excellence, mais le constat, c'est qu'il y a quand même des sites où ça publie plus, les gens sont plus dynamiques, etc. Mais enfin, en tout cas, le chercheur en est à un point où il envisage quelque chose. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un vide en ce moment. Il y a les instituts Carnot qui essayent de compenser ça, les SATT, etc., où il va falloir financer des projets pour qu'ils atteignent ce stade où on peut envisager une création d'entreprise parce qu'il y a vraiment quelque chose. Voilà. Donc avant, c'est maturation, les SATT, les instituts Carnot, etc. Merci. Kamel Mabrouk, porteur du projet TerraVas pour thérapeutique vasculaire. Je me permets juste d'intervenir puisque ça nous concerne. Nous sommes parmi ceux qui sont partis à partir de laboratoires de recherche. Donc je donne juste notre expérience. Donc il y a bien, en effet, l'aide à la maturation qui est grâce aux incubateurs, comme à Marseille, l'incubateur Impulse, et puis à Oseo, qui est la banque d'investissement. Il y a une aide pour pouvoir passer les concours qu'on appelle les concours d'émergence avant la création. Et par la suite, il y a la possibilité de passer les concours. Bien entendu, il y a la SAT qui peut aider aussi l'aide à la maturation et puis l'émergence de ces... Voilà, c'est juste pour résumer qu'il y a bien ce genre d'aide pour mettre au point la preuve du concept. Une autre question? Juste une réponse. Bonjour, Patrick Ford de la SAT Sud-Est. Donc là, la SAT, effectivement, peut délivrer un hit optimisé. Après, il y a un gap entre le hit et le lead. Et là, on a à nouveau une Death Valley. C'est un constat. Où y a-t-il des fonds qui peuvent éventuellement combler ce gap? Alors, il n'y a pas de fonds qui comblent ce gap, parce que, encore une fois, un fonds, c'est quelque chose qui doit avoir une performance financière. Il y en a qui vont prendre le risque, mais je pense de moins en moins. On détériore la performance financière. Il ne faut pas oublier que c'est des produits financiers. Donc, le gros problème en ce moment, c'est que la performance n'est pas suffisante pour que les grands investisseurs décident de rester dans cet endroit-là et trouvent des raisons de partir ailleurs. Donc, il y a aussi cette problématique-là. Alors après, c'est un débat assez profond en France. Je pense qu'il y en a certains à l'étranger qui ont résolu le problème. Dans un centre de recherche, il y a des gens qui font effectivement qui ont des offices de transfert technologique et qui s'assurent d'apporter des projets quasiment clés en main pour des investisseurs qui seraient intéressés. Et pour avoir discuté avec des investisseurs fonds européens, ils étaient très surpris que nous, quand on cherche des projets au terme d'amorçage, on aille voir les chercheurs. Ça leur paraissait complètement incohérent. Ils disaient, mais pourquoi vous n'allez pas simplement voir les bureaux de transfert technologique? Parce que c'est vrai que partout ailleurs, il suffit d'aller voir les bureaux de transfert technologique. Ils ont, entre guillemets, packagé le projet. Ils ont bien compris qu'il y avait cette problématique-là, qu'il fallait faire mûrir. Il y a des initiatives, par exemple, à Louvain, où ils ont créé une plateforme avec le FEI, où ils font de l'optimisation de lead. Et derrière, eux, ils arrivent à en vivre d'ailleurs. Donc, mais ça peut être des partenaires potentiels. Enfin, il y a toute cette gamme de choses qui doivent être tentées. En tout cas, j'aurais tendance à dire que c'est presque du ressort des instituts de recherche qui doivent avoir cette composante. Alors, est-ce qu'il faut leur donner les moyens ou pas de le faire? Cette composante de préparation des deals pour derrière la valorisation et le transfert technologique. Mais ça ne peut pas être au fond d'amorçage de faire ça. Sauf, il y a des exceptions, c'est INSERM, CEA. Là, il y a une composante, ils ont eux-mêmes de la recherche.
Et d'ailleurs, ce sont les rares fonds d'amorçage qui peuvent être généralistes en termes de technologie, parce qu'ils ont toute l'expertise à portée de main. Et dans le cadre de leur politique de valorisation, ils peuvent dire, moi, je fais un peu de maturation, d'ailleurs ils le font, je finance des projets pour les faire mûrir, et quand c'est mûr, je peux les présenter en tant que co-investisseur à des fonds d'amorçage que je connais. Peut-être eux. Mais ça revient à ce que je disais, en fait. J'ai un commentaire, question à la fois pour vous deux. On voit de plus en plus, et je rebondis sur la question là, de plus en plus d'acteurs investir en capital amorçage, malgré tout. Il y a du seed, des business angels, de la SAT, et ces acteurs participent à la création de l'entreprise. Donc le projet, souvent, va arriver en tant que quasi-entreprise, je ne veux pas dire que c'est vraiment créé, et ils estiment nécessaire, et que ce serait un juste retour sur l'investissement, d'être partenaire fondateur financier au niveau capitalistique. Comment vous ressentez, comment vous pouvez commenter ce point? De temps en temps, à une certaine époque, on disait non, des business angels, ça va être bien trop compliqué à gérer, etc. Et vous pouvez commenter, parce que c'est quand même une des voies utilisées. Moi, je vois beaucoup de friends and family, là, ils sont en train de sourire. Ils ont trouvé de l'argent à droite, à gauche, je vais le dire comme ça, et puis bon, leur projet en maturation arrive. Donc ils vont arriver, alors qu'ils ne sortent pas de centre d'excellence ou de Technology Transfer Center, ils vont venir vous voir. Comment vous allez les recevoir? Je veux dire, on le met de côté, ils ont un très très bon projet, naturellement. Non, j'ai souvent tendance à dire que chaque projet est une particularité, etc. Mais enfin, s'il y a des... Parce qu'un business angel qui met de l'argent sans création d'entreprise, déjà, j'en connais pas beaucoup. En général, il y a création d'entreprise et il est déjà actionnaire. Donc la question, c'est un actionnaire historique et nous, on arrive comme nouvel actionnaire, finalement, par rapport à eux. Donc les accueillir, on les accueille comme on sera d'ailleurs accueilli par Capital Risque en aval, c'est un actionnaire historique. Et il y a de nouveaux actionnaires qui arrivent, et puis voilà. Après, la question peut se poser sur... parce que les Friends and Family, pour moi, c'est des business angels, donc sont aussi des actionnaires. La seule complexité, c'est quand ils sont nombreux. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux que les gens se regroupent en une entité, c'est-à-dire c'est une ligne sur la table de capitalisation, et c'est beaucoup plus simple, avec un représentant de ces trucs-là, et ces trucs, parce que souvent, c'est une personne individuelle qui est partie en vacances, qui est à l'autre bout du monde, il y a un pacte à signer, il y a quelque chose d'important à faire, l'actionnaire qui manque n'est pas là, ça peut poser un problème. Donc, en général, on les considère comme des actionnaires. Voilà. Pour les fonds, pour certaines agences de transfert techno qui interviennent et qui ont apporté une création de valeur avant la création d'entreprise, souvent, ça se valorise à travers l'API. Donc, parfois, à travers ça, il y a une prise de capital à discuter. Mais c'est vrai que nous, on a un co-investissement avec Karolinska. Et on est les deux seuls représentants au board, avec maintenant Rosetta Capital, puisque Rosetta Capital a pris une part est un des fonds de Karolinska Développement. Donc c'est pas un point bloquant. D'accord. Toujours dans ce même type de questions, le crowdfunding. Alors, je ne parle pas du crowdfunding pour développer une molécule thérapeutique, parce que je dois dire que ça me paraîtrait un peu vraiment, pourquoi pas, mais visiblement, Denis a fait des grands gestes, oui. Bon, donc le crowdfunding, vous le sentez quand même, comment? Parce que là, ça devient difficile à gérer. Pour celui qui ne sait pas. Encore une fois, ça dépend, parce que je crois que quand on voit des gens comme WeSeed ou Anaxago qu'on a contacté nous, parce que c'est une alternative à un financement, alors ils ne peuvent pas apporter des gros tickets. Donc pour la biotech spécifiquement, nous en moyenne, on s'est dit pour l'amorçage tel qu'on l'a défini, on a fait une étude un peu historique, on est à 6 millions de besoins en moyenne, avec des projets qui vont parfois à un besoin de 1,5 million pour finir leur amorçage, jusqu'à 25 millions pour certains. Donc là, dans ce cadre, le crowdfunding, il apporte une portion vraiment minime, et il n'est pas absolument nécessaire. Néanmoins, moi j'avais contacté les gens de WeSeed, notamment, que je connaissais un peu, pour envisager, au même titre que des business angels, des family office, ou même du corporate venture. C'est
C'est un tour d'un financement avec une syndication. On sait que nous, on ne pourra pas investir tout seul. Donc ça fait partie des acteurs du secteur. Ok, merci. S'il y a une dernière question. Oui, bonjour, Valérie Rocher-Melin, donc PACA Investissement, qui est le fonds de co-investissement régional. J'avais plusieurs questions en fait à vous poser. On est donc destiné aux entreprises, aux PME innovantes, basées en PACA, en amorçage ou en développement. Vous parliez de co-investissement. Donc, on est en train de signer une convention de partenariat avec le pôle Eurobiomède. Et on intervient, nous, uniquement en co-investissement, en fait. Et du coup, je me demandais si vous aviez déjà travaillé avec des fonds de co-investissement régionaux. Ça, c'était ma première question. Et ensuite, quels étaient vos tickets d'investissement minimum, sachant que sur ce secteur d'activité, le problème qu'on a souvent, c'est effectivement les montants recherchés et que nos tickets démarrent à 150 000 euros, mais s'arrêtent à 1,5 million. Voilà. Je commence. Alors, la réponse, elle est assez simple. Nous, de toute façon, encore une fois, on ne fera que des co-investissements, sauf cas exceptionnels. Je pense que on n'a pas vocation à être le seul investisseur. Dans ce cadre, en amorçage, il y a différents types d'acteurs. Il y a les fonds entre guillemets académiques comme INSERM Transfert, CEA. Il y a les fonds régionaux, IRDINOV, Rhône-Alpes Création, vous, etc. Nous, on a... Alors, les projets qu'on regarde en ce moment, on en a un certain nombre très avancés. On regarde ça avec des fonds régionaux. Donc, évidemment qu'on investit avec des fonds régionaux. On l'a fait par le passé, mais on était en aval. Donc, ce n'était pas dans le cadre d'une syndication pour un tour de table, mais on a fait des investissements, évidemment, il y avait déjà des fonds régionaux. Sur les tickets, là aussi, ça dépend. Ça dépend du projet plus que de ce que nous, on a envie de faire. Je crois qu'il ne faut pas... il faut laisser le projet définir ses besoins et l'investissement, on ne le fait pas pour entrer dans une case, on le fait pour soutenir un projet. Donc des fois, il y a trop d'argent qui est demandé et on discute sur le plan pour la somme qui est envisageable ou qui est cohérente. Parfois, c'est des tickets très bas, même en tant que capital risqueur. Nous, on a mis des premiers tickets qui étaient à 300 000 euros quand on était dans les fonds capital risque. Mais il y en a d'autres, on a commencé très haut tout de suite. Donc ça dépend. Bien, nous allons terminer là cette session. Je ne peux quand même, je m'associe à Émilie. Nous, un des mots-clés, c'est médecine personnalisée. Un des mots-clés, c'est infectiologie dans notre pôle. Un des mots-clés, c'est maladies rares, etc. On comprend, et ce n'est pas une critique, on comprend que malgré tout, ça n'est pas un fonds dédié 100% à l'infectio tel qu'on l'entend, ça n'est pas un fonds 100% dédié à la maladie rare tel qu'on pouvait l'espérer, mais en tout cas, ce sont des acteurs nouveaux dans des domaines et pour nous, vous êtes maintenant bien dans le radar. J'espère que pour vous, nous serons aussi dans le radar. Merci encore. Merci.